Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois même que la société a été enregistrée le 11 septembre 2001. 2001, j'ai dit 2021, 2001. 2001. Vache, ouais. Et donc un peu plus de 20 ans après, je faisais le calcul, mais on est à... En plus, tu pars de zéro, donc si tu prends après l'année 1, tu dois être à plus de 50% de croissance year on year, tenue sur 20 ans, quoi. Enfin, c'est un rythme effréné, non? Vous avez grossi, tout en autofinancé. Vous êtes propriétaire à 100% aujourd'hui? Oui. Avec ta sœur et ton frère, qui est rentré après, du coup. Ok. Et c'est hallucinant dans tous ces pays. Bon, j'imagine que tu as signé quelques contrats entre-temps, t'as dû beaucoup négocier avec quelques banques quand même, avoir un directeur financier, des avocats, un service juridique. Complètement. Qu'est-ce qu'a fait est-ce que tu peux, si je devais te demander les grandes victoires, les grands échecs d'American Vintage en 20 ans là? Les grandes victoires, c'est quels que soient les métiers, à travers le produit, à travers le développement, à travers la logistique, c'est d'avoir pu être capable de prendre des virages des fois 360. Là même à des moments où ça marchait. D'être capable de dire à des agents ou des distributeurs ou autres, de leur dire, écoute, si on se projette, parce que là il y a les phénomènes de démarrage, et tout le monde, voilà. Mais si on va plus loin, on risque d'avoir des problèmes. Il faut qu'on change notre business model parce que à long terme, on va tous perdre. Donc, c'est d'avoir fait des mutations. Ça, c'est des grandes victoires parce que c'est tout le temps ces mutations qui nous ont aidés à dire, tiens, pour les 5 prochaines années, c'est ces virages et ces mutations du B2B au retail, mutation tout en gardant le B2B, mutation de certains distributeurs qui avaient une certaine autonomie et liberté d'opérer dans leur pays en les passant à agent ou en récupérant et créer sa succursale directement. Mutation de l'ère papier à l'ère digitale. Donc voilà, ces victoires, c'est vrai que, et puis l'expansion internationale, d'avoir eu toujours depuis le premier jour d'American Vintage, que ce soit en B2B ou après en retail, on a toujours eu une vision très internationale. Ouais, dans ces virages à 180 aussi, ce que je vois, moi, de ressenti de loin de la marque, c'est faire de la femme, de l'enfant, passer du t-shirt surtout à tout le reste, parce que c'est quand même vraiment d'autres... Parce que je disais, dans le produit, il y a eu beaucoup de choses. Mais après, tu as eu des périodes où tu te cherches, tu perds un peu même ton ADN, des fois, parce que tu penses que... Tu l'as perdu, ton ADN? Il y a eu une période où on se cherchait et on s'était un peu égaré. On est vite revenu aux essentiels. Mais en fait... Tu peux me l'expliquer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même stylistiquement parlant, artistiquement parlant, il y a eu des ères où il y a eu l'euphorie de certaines marques, certains vents qui font que on a essayé d'aller dans des produits ou des directions artistiques qui étaient pas nous. Et du coup, c'était pas nous, donc. Et ça veut dire quoi, juste pour juste imager tout ça? Tu vas voir des marques, je sais pas si on peut en citer, mais où tu te dis c'est bien ce qu'ils font. Il y a eu des mouvements où il y a eu des marques, voilà. Donc du coup, peut-être que nous, à un moment donné, on est devenu un peu trop urbain ou un peu trop comme ci ou un peu trop comme ça, et que c'était pas notre ADN, mais il fallait passer par là pour voilà. Donc en fait, c'est pas vraiment des échecs, c'est des moments où, et c'est valable pour plein de choses, hein, y compris un gars comme moi. Quand j'ai commencé après à structurer l'entreprise, tu rentres des gens qui ont des bagages, qui ont une expérience, qui ont des études, qui ont des diplômes, qui ont un background, et tu mets en place des choses, et c'est après, avec le temps, que tu te dis en fait comment revenir en fait à nos essentiels. Mais il faut pas croire que c'est grâce à ces expériences qu'on prend conscience d'eux. Donc il faut passer par ces expériences. Donc mais quand tu dis tout ça, par exemple, qui ont ces diplômes, qui ont ces études, qui ont tel background,
T'as vu ça potentiellement chez toi, ça a été des liabilities, enfin des sortes de, il y a des gens que t'as fait rentrer parce que c'est juste que tu es obligé de faire rentrer, de structurer, donc il faut, mais c'est juste qu'à un moment donné, moi en tout cas par rapport à mon parcours, tu te dis bon, ces gens-là ils vont apporter un cadre, comment faire pour qu'il y ait des process, un cadre un peu. Et quelque part, tu peux, par rapport à ça, indirectement, tu peux mettre de la distance aussi avec tes collaborateurs. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que quand même, l'ADN d'une boîte, même si elle doit se construire avec le temps, hein, je dis, avec des gens qui sont capables et qui viennent avec cette expérience, ces diplômes et tout ça, est capable mais il faut que ces gens-là s'adaptent à la culture et l'ADN de l'entreprise et pas que cet ADN-là s'efface un peu. C'est pas bon. Donc, pas se renier, quoi. Tu t'as déjà entendu parler dans les structures souvent assez traditionnelles de l'entreprise, on va te dire, il faut avoir, par exemple, maximum 6 personnes qui travaillent pour toi et les voir en one-to-one une fois par semaine. Là, je vais partager une vidéo, tu l'as vu, ouais, le patron d'NVIDIA, tu vois, NVIDIA, c'est cette boîte qui cartonne, qui fait les GPU. Les GPU, c'est tout ce dont tu as besoin pour faire de l'intelligence artificielle. Donc, ils sont partis dans l'espace. Donc, tu as les GAFAM et puis aujourd'hui, tu as NVIDIA qui devient celle qui grossit le plus. Et le mec, il raconte que, en fait, lui, il a 60 personnes qui travaillent directement pour lui. Et il dit... je les vois jamais en one-to-one, enfin, ou je les vois de temps en temps, mais je fais pas un entretien one-to-one toutes les semaines avec eux. En fait, ça se fait beaucoup plus organiquement. Et dit en revanche, quand j'ai un truc à dire, on se fait des meetings avec tout le monde, soit en visio, soit voilà. Quand j'ai un truc à dire, je le dis devant tout le monde. Il y a pas de raison que je le dise en one-to-one. Faut que tout le monde en profite, tu vois. Alors, ce qui doit être plus difficile souvent dans ces boîtes-là, c'est que ça va valoir il y a des gens qui tu vas devoir faire pas un reproche, mais dire un truc tu vas dire un truc. Bon, là, je pense qu'on aurait dû faire comme ça. Les gens peuvent mal le prendre, mais à la fois, il dit c'est assez factuel, tu vois. Et c'est assez marrant de voir que aujourd'hui, on essaie d'imposer beaucoup de règles à tout le monde. Ça doit être fait comme ça, mais ça s'adapte pas à toutes les boîtes. Si je lis entre les lignes de ce que tu me racontes, c'est un peu ça. Ouais, clairement, chez moi, ça s'adapte pas. Hein. On est latin, on est une boîte méditerranéenne et en même temps, dans notre bordel, on a un cadre et des règles. Il faut pas croire. Vraiment. Mais oui, moi je suis d'accord avec ça puisque après il y a eu le Covid aussi. Le Covid a été aussi un moment où on savait pas si on allait en sortir vivant. Et au final, on en est ressorti plus fort. Moi, le Covid m'a permis de reprendre tous mes directeurs commerciaux en direct et pas que. Et c'est vrai que sur le papier, depuis le Covid, j'ai beaucoup plus de gens qui me reportent qu'avant. Et en fait, j'ai même l'impression d'avoir plus de temps qu'avant, libre. Et c'est plus fluide. Entre-temps, on a aussi boosté, même si on était déjà avancé, mais on a aussi boosté la digitalisation. Le Covid nous a permis à des gens comme moi de croire que un peu de télétravail ou le visio, ça a été une révolution pour nous. Ouais. Parce que moi, je viens pas de cet état d'esprit. Et c'est vrai que on a dû le pratiquer, l'utiliser, et c'est devenu, mais après c'est devenu même un avantage et une force. Donc après moi, comme je disais, par rapport à mon parcours et tout ça, donc on s'adapte. On a une capacité de réagir et de s'adapter très vite. On s'en fout de ce qu'on a dit hier ou avant-hier. Ce qui compte, c'est maintenant. Et c'est vrai que sur le papier, j'ai plus de gens et au final, c'est plus fluide. Parce que t'as peut-être viré des trucs qui te plaisaient pas aussi, de choses que non, tu faisais c'est que non, c'est que on a réussi à digitaliser beaucoup de choses qui nous donnent en temps réel accès à beaucoup d'informations et surtout pendant ce Covid avec mes équipes IT internes, on a travaillé ensemble où mes 25 ans d'expérience, j'ai réussi avec mes équipes à le mettre un peu sur des dashboards où j'ai mélangé l'émotionnel et le rationnel sur plein de choses. Et en fait, ça
tout a été fait pour donner des actions, enfin des indicateurs, des indications en temps réel, en me faisant un mix, en compilant des choses qui sont très pragmatiques ou la main gauche ou des choses qui pourraient ne pas correspondre aux besoins de certaines personnes, mais ça leur ouvre l'esprit. Et par rapport à ça, on a donné de l'information en temps réel à beaucoup de gens, où à l'époque on attendait de X ou Y métier. Et en fait, on a gagné beaucoup de temps, et ce temps qu'on a gagné, on a libéré. On a libéré parce qu'en fait, on rend les gens plus smart et être capable de prendre des décisions, d'être dans l'anticipation. Et on a libéré parce qu'en fait, les X ou Y métiers qui délivraient ces informations, eh ben, on n'est plus dépendant d'eux. Et ça ouvre, ça libère. Et eux, ça leur libère du temps finalement pour... Donc, tout est plus sain. Est-ce que tu peux être plus spécifique que je comprenne? Je vois, c'est assez flou, mais c'est quoi ton dashboard, ta cabine de pilotage? Par exemple, donner la possibilité au shop manager, donc en magasin, ou son area manager, ou le DR, DR, c'est quoi? Directeur retail, commercial, okay. retail, Oui. D'avoir accès en temps réel sur son parc de magasins, sur des infos, comment il est en termes de, sans avoir à appeler le service controlling ou le service financier ou le service supply stock, de savoir comment en temps réel il peut avoir accès sur comment il est en shop profit, comment il est en staff cost, comment il est en rent cost, comment il est sur ses niveaux de stock par rapport à ses ventes, ses besoins, son stock résiduel, enfin toutes ces informations, lui faire développer sur les top produits, pourquoi, comment, enfin toutes ces choses-là. Donc ils deviennent tous plus, quelque part, comme moi, ce que j'ai appris sur le tas, où à la base c'est la vente, en plus c'est le produit, mais en même temps après j'ai dû développer de la gestion.